Bienvenue à tous et à tous dans ce nouveau format qui s'appelle Genèse. Le but de la série va être très simple, décrypter le processus créatif d'Oda lors de la construction de son œuvre. Et pour ce faire, nous allons chercher les sources et origines qui ont permis l'élaboration des éléments essentiels de One Piece. Lieux, dates, intrigues, clins d'œil ou encore personnages, nous allons établir ensemble les parallélismes avec notre monde. Cette plongée dans la naissance du manga va nous permettre à tous de mieux l'appréhender, et peut-être d'imaginer ensemble la suite de l'intrigue. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous embarquer au cœur même de votre œuvre favorite. Pour ce premier épisode, Doyle et moi-même allons plonger dans les entrailles de Barbe Blanche. Comme vous allez le découvrir, il est très complexe, et même après sa mort, il porte encore en lui des graines du futur de One Piece. Durant nos recherches, il est devenu évident qu'Oda a puisé son inspiration d'une multitude d'éléments. L'histoire, les légendes, la mythologie, les contes, les dessins animés, ou encore divers domaines scientifiques, il n'a aucune limite. Et au fur et à mesure de cette série de vidéos, nous allons vous en apporter les preuves. Barbe Blanche est déjà iconique depuis très longtemps et tout le monde connaît son importance dans l'histoire. Je ne parlerai donc pas de lui au sein même de l'univers du manga, mais directement des références à la réalité dont il est issu. Et pour ce faire, il faut dissocier deux parties très importantes. D'une part, le caractère design, qui comprend son apparence, ses couleurs, son nom, et plus généralement tout ce qui permet de l'identifier et de le différencier visuellement des autres. Et d'autre part, c'est le choix des événements liés à ce personnage, ce qui lui arrive, ses relations sociales et ses interactions avec son univers. Notre vidéo, elle, va donc se découper selon ces deux axes. Et nous vous gardons une petite surprise pour la fin dans laquelle nous allons nous projeter avec vous dans le futur de One Piece. Alors restez bien jusqu'au bout. Le visuel dans un manga prend en moyenne 70% d'une page. Sans surprise, c'est donc cet aspect de la démarche artistique qui va le plus impacter les fans au moment de la lecture. C'est pour cela qu'il est vital d'avoir des lieux détaillés, réalistes et fournis selon les besoins de l'histoire. Mais il est tout aussi important de faire intervenir des personnages marquants et uniques. De cette façon, le lectorat profite d'une immersion complète et profonde. En plus de ça, il développera un attachement esthétique qui pourrait augmenter les ventes et faire croître la célébrité de l'œuvre. La représentation graphique dans les mangas et plus globalement n'importe quel support visuel est donc le résultat d'un vrai travail d'orfèvre chez les créateurs les plus soigneux. Oda fait partie de cette catégorie sans aucun doute possible. Pour le design de Barbe Blanche, c'est le Wikia dispo en description qui est notre source. L'ancien Yonko possède plusieurs points communs avec une personne connue de notre monde, le célèbre catcheur américain Hulk Hogan. Lui aussi possède un physique imposant ainsi qu'une moustache blanche très semblable. Véritable icône culturelle du catch, il est mondialement connu et a rayonné partout. Notamment au Japon, lors d'un tournoi par équipe, il arrivera jusqu'en finale et marquera les esprits des Japonais. Il semble cohérent qu'Oda s'en soit inspiré pour dessiner un personnage célèbre portant le titre d'homme le plus fort du monde. D'ailleurs, ce n'est pas le seul catcheur dissimulé par l'auteur. Et au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, Spandam est le sosie de l'américain Mick Foley. Ainsi, les ressemblances continuent car les deux hommes portent un bandeau similaire et sont tous les deux très grands pour des humains. 2 m 1 pour Hogan et 6 mètres pour le pirate. Si Oda s'est inspiré de combattants dans ces cas-là, il existe bien d'autres exemples, flagrants ou non, d'appropriation issue de la réalité. On peut penser à Hercule, Barbe Noire ou bien Boa Hancock, qui sont directement issus du paysage culturel de notre civilisation. Parfois, il s'agit d'un objet caractéristique qui est utilisé, comme les serpents de Médusa pour la Shichibukai, mais il peut aussi s'agir simplement d'un nom. Ce qu'il faut comprendre, c'est la façon de faire, la méthode. Tous les personnages sont des patchwork, un ensemble fait à partir de pièces tirées d'ici et là pour composer un nouveau modèle. Ainsi, il n'y a pas de règle qui impose un fonctionnement. Hercule n'a pas du tout besoin de s'habiller comme le héros grec, ou bien Barbe Noire de parler avec un accent anglais. Non, les mangaka prennent ce qui, eux, leur semble pertinent ou amusant. De fait, ce qu'on appelle communément le chara-design présente un intérêt limité pour construire la suite de l'histoire par nous-mêmes. Car l'essence même de la reconnaissance visuelle, c'est l'identification du lecteur, sa capacité à se projeter dans l'histoire et s'imaginer aux côtés des différents protagonistes. C'est primordial d'y accorder un soin particulier pour avoir une œuvre prenante. L'unique élément qui est sujet à interprétation avec notre pirate, c'est son nom, New Gate, ce qui en français signifie nouvelle porte. Pour Enstril et moi, cela semble assez clair et limpide. Son nom portait en lui la prévision de sa déclaration faite à Marineford. Le One Piece existe. En prononçant ces mots, il a lancé une nouvelle vague de piraterie de l'ampleur de celle provoquée par son vieil ami Goldie Roger. Ainsi, à l'image de la Statue de la Liberté, guidant les migrants dans la baie de New York vers le Nouveau Monde, Barbe Blanche s'est fait phare de la prochaine ère de la piraterie. Sa mort est la porte du monde pour y accéder. D'ailleurs, rappelez-vous que pour accéder à Marineford, il faut passer par la porte de la justice. Peut-être fallait-il attendre que Barbe Blanche ouvre sa propre porte pour la suite du voyage des Mugiwara. Après la première étape de vision, qui est donc le premier niveau d'analyse,
Il y a l'étape de la compréhension, et celle-ci passe par l'acquisition des éléments clés qui forgent l'histoire des personnages. Que ce soit leur aventure personnelle, la façon d'interagir avec les autres ou avec le monde. En somme, tout ce qui va nous permettre de les différencier des autres, mais cette fois-ci du point de vue de la narration. Ce processus est complémentaire du premier, et permet d'obtenir en plus d'un attachement esthétique, un attachement affectif. Car nous, lecteurs, sommes happés par le fin mécanisme de la cohérence et de l'harmonie scénaristique. Les réguliers sondages de popularité des personnages sont une illustration parfaite de l'impact des axes que nous étudions, une fois transposés dans la vie réelle. En effet, c'est bien le style spécifique des dessins d'Oda, additionné à la profondeur des personnages, qui influence le top 20. Et c'est aussi cela qui permet de savoir approximativement à l'avance qui sera dans ce top et qui n'y figurera pas. Maintenant, un long travail de recherche doit être fait pour comprendre et trouver les sources d'inspiration des différentes péripéties et choix scénaristiques. Pour cet épisode, on se focalise spécifiquement sur Barbe Blanche, mais il y a déjà énormément de choses à dire. Évidemment, Doyle et moi, on s'est chargé du sale boulot pour vous et on a déjà des éléments de réponse. D'ailleurs, n'hésitez pas après cette vidéo à approfondir les noms qu'on va évoquer, ça regorge de pistes d'interprétation à suivre par vous-même. Je tiens à préciser que nos recherches datent d'il y a un peu plus d'un an, et comme pour NR, on en profite pour les partager aujourd'hui. Mais on sait qu'un des éléments à l'origine de notre enquête a été ajouté sur le Wiki et le Wikipédia, il y a très peu de temps pour ceux qui l'auraient remarqué. Il s'avère que cet élément, c'est l'arme du défunt empereur. Sa lame fait partie de la catégorie des Naginata. Très rare et emblématique, elle est connue au Japon pour avoir appartenu à un homme à la légende incroyable. Je vous présente Benkei. Benkei était considéré comme l'homme le plus fort du monde. Un corps de géant, une habileté avec son arme presque inégalée, un pouvoir destructeur et un nom qui suffisait à faire trembler n'importe quel homme. Ce monstre mourut au milieu d'une guerre, ayant affronté à lui seul des centaines de soldats, le corps transpercé de toutes parts et sans jamais défaillir, malgré ses blessures insurmontables. Il devint une légende immortelle lorsqu'au milieu du champ de bataille, les gens s'aperçurent que la vie l'avait quitté, alors qu'il était toujours debout, impassible. Non, l'homme le plus fort du monde ne pouvait pas mettre un genou à terre, car même dans la mort, le corps de cet homme ne fléchit jamais. Comme vous avez pu le comprendre, notre premier lien avec la réalité est enfin tissé. La mort du héros japonais et celle du Yonko, ce sont les mêmes, avec des circonstances identiques. D'ailleurs, retenez bien son nom, car il est le cœur et l'origine de notre réflexion. Icône majeure du folklore japonais, il est surprenant de savoir que cet homme exista pour de bon. Né en 1155, il mourut 34 ans plus tard, à un âge plutôt jeune pour nous, mais assez habituel pour l'époque. D'ailleurs, voici ce que nous apprend Wikipédia au sujet de la vie de ce héros. Saito Musashibo Benkei, de son nom complet, est issu d'une famille inconnue. De nombreuses légendes se sont créées à ce sujet, tantôt création d'un dieu, tantôt d'un démon. Son nom, pendant l'enfance, est d'ailleurs censé avoir été Oniwaka, l'enfant du démon. À un très jeune âge, il rejoint le cloître, donc c'est-à-dire la religion, et a fait de nombreux voyages dans les monastères bouddhistes du Japon. À cette époque, ils étaient d'importants centres d'administration et de culture. Et dans ces monastères, il deviendra ce qu'on appelle un Sohei. Les Sohei étaient une classe de moines guerriers, bouddhistes, du Japon médiéval.
À certaines époques de l'histoire, ils avaient un pouvoir considérable qui pouvait obliger les daimyo à collaborer avec eux. La spécialité de ces moines était l'utilisation du naginata, la même arme que Barbe Blanche. On voit alors le deuxième lien qui se dessine entre le monde fictif et la réalité. Et ce n'est que le début. Benkei est connu pour avoir eu les cheveux longs et en bataille dans sa jeunesse, suite à son adhésion au bouddhisme. Mais il les rasa par la suite. Encore une fois, on peut relier l'importance du bouddhisme pour Benkei et l'ancien pavillon du Yonko. Tout simplement car il s'agissait d'une svastika, un symbole emblématique du bouddhisme. Oda dut la retirer suite à des pressions de l'éditeur qui était inquiet de son interprétation erronée en Europe, à cause de la confusion avec la croix gammée. Mais on peut déduire qu'Oda avait probablement voulu établir cette connexion dans un premier temps. Dans la suite de sa vie, comme dans sa légende, vient l'épisode du pont de Gojo, et je vais laisser Doyle vous le raconter. Après avoir quitté les temples à cause de violence, Benkei s'est installé sur un pont pour y accomplir un défi. Provoquer en duel chaque sabreur qui y passerait pour prendre son sabre en le battant. La légende autour de cet homme naquit à ce moment. En effet, il batut sans difficulté 999 hommes. Il était alors considéré comme l'homme le plus fort du Japon. Cela vous rappelle peut-être quelque chose. Ce qu'il se passa lors du 1000e duel changea radicalement sa vie comme son mythe. Une fois le 999e duel achevé, ce monstre de 2 mètres entendit un léger son de flûte, aussi délicat que l'homme qui en jouait. Quand le flûtiste s'approcha, il aperçut un adolescent marcher avec légèreté, son sabre rangé dans un fourreau en or. Benkei lui demanda alors son sabre. Quand l'adolescent refusa et que le monstre abattait son naginata, l'adolescent à la flûte se défit de sa cape et apparut dans une armure rouge. Le combat fut bref tant il était habile et rapide. Face à tant de force, Benkei demanda au garçon son nom. « Je suis Minamoto Yoshitsune » répondit le garçon. Alors Benkei le regarda et dit « Laissez-moi vivre le reste de mes jours à vos côtés. » Voici l'apparition d'une autre figure célébrissime de la culture historique et héroïque des Japonais, Yoshitsune. Nous y reviendrons par la suite. Les deux hommes passèrent leur vie ensemble. Le colosse offrit ses services dans de nombreuses guerres. Ils finirent par être de très proches amis, comme des frères. La légendaire amitié entre Yoshitsune et Benkei est profondément ancrée au Japon. Ce sont les vestiges d'une époque glorieuse, parsemée de batailles, de victoires et d'honneurs. Si dans le manga Air Gear, on pouvait déjà observer la présence de ce duo à la tête de Kyoto, on retrouve également dans Naruto des références au clan Minamoto, avec un personnage portant ce nom. Il existe par ailleurs énormément d'histoires dans le théâtre Kabuki et No à propos de leurs épopées. Benkei finira par mourir en défendant Yoshitsune d'un assaut, quand ce dernier fut devenu hors la loi et activement recherché, créant ainsi la légende de sa mort et donc de celle du Yonko. Au-delà de l'absolue badasserie, tous ces éléments sont d'une importance énorme. On peut très clairement voir que Oda a pioché dans sa culture, pour l'intégrer dans l'œuvre et le faire à sa façon. Et les exemples sont très nombreux. Ici on se concentre sur Barbe Blanche, mais on va dans de futurs épisodes porter l'étude à quantité d'autres sujets. Au final, ça rappelle une vérité indéniable. Le travail de recherche qu'a dû faire Oda est tout simplement colossal. Chaque point abordé dans son manga est travaillé et retravaillé, jusqu'à la perfection. L'important à retenir, c'est que chaque créateur au monde est influencé au moins partiellement par son environnement, ou le contexte dans lequel il grandit, évolue dans sa vie, ainsi que son histoire. De fait, il est totalement normal de retrouver des traces de tout cela dans ses productions. Que ce soit une démarche consciente et assumée, ou bien involontaire et discrète, il est impossible de totalement s'en défaire. C'est d'ailleurs illusoire de penser qu'on puisse créer des choses absolument neuves, sans inspiration aucune, dans un support qui est déjà ancien et qui possède des codes, et dans lequel vous avez pu baigner depuis longtemps, dans le cas du manga par exemple. Comme le disait le chimiste Lavoisier dans un contexte pas si différent, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bref, vous pouvez désormais contempler par vous-même l'une des pierres qui a contribué à bâtir One Piece et son univers. On pourrait totalement conclure la vidéo ici, mais on tient à aborder avec vous un dernier point crucial. En effet, si nous sommes en mesure d'identifier une des briques fondatrices de One Piece, pourquoi s'arrêter là? Comme prévu, on abordera d'autres sujets dans d'autres vidéos, mais on veut encore un peu de challenge avec ce fameux Benkei. Alors on va sortir des sentiers battus et regarder ensemble, vous et moi, ce que le folklore peut encore nous apprendre. Vous connaissez désormais Benkei ainsi que son lien à Yoshitsune. Il est temps de se pencher un peu plus sur ce second intervenant. Aussi célèbre que le premier, son intrication dans le mythe nous a laissé penser qu'Oda allait vouloir intégrer dans le récit cet homme. Ou peut-être que c'est déjà le cas. Et c'est un euphémisme de dire que nous avons été choqués de trouver énormément de choses et de possibilités. Il y a plusieurs interprétations et hypothèses possibles, mais la première que nous souhaitons partager est celle-ci. Goldie Roger serait inspiré de Minamoto Yoshitsune. Évidemment, cela ne sort pas de notre chapeau magique. Le premier élément qui va dans ce sens est très percutant et convaincant, car il s'agit d'une représentation historique et très célèbre de Benkei et Yoshitsune ensemble célébrant leur amitié. La surprise, c'est que cette exacte même scène existe dans One Piece, et elle est très iconique. Je vous laisse juger. Comme on vous l'a dit, Benkei était très proche de son maître et ami de toujours. Il a tout fait pour protéger sa vie et celle de ses enfants.
tout comme Barbe Blanche l'a fait indirectement en prenant Ace sous son aile, le fils de son vieil allié. Il existe encore d'autres connexions, mais pour le coup il faudra attendre un prochain épisode de Genèse pour découvrir ça. On tenait vraiment à vous remercier pour votre écoute et vos retours incessants, qui nous poussent à toujours faire mieux. On lit tous vos commentaires et vous nous donnez envie d'aller toujours plus loin. Enstril et moi on vous donne rendez-vous sur notre chaîne pour encore plus de One Piece. A bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas que pour prédire l'avenir, c'est vers le passé qu'il faut se tourner.